Bonjour Sylvain Wener et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Midi Histoire, ce dernier Midi Histoire de notre premier semestre 2022 consacré à l'histoire du tourisme. Nous avions déjà consacré un Midi Histoire en cette période à l'histoire des congés payés, à l'histoire du Tour de France et cette année c'est l'histoire du tourisme et vous avez choisi de donner pour titre précisément à cette conférence l'invention du tourisme moderne 1750-1920. Sylvain Wener, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Grenoble-Alpes. Vous êtes un spécialiste de l'histoire du XIXe siècle et vous avez consacré beaucoup de vos recherches aux déplacements, aux voyages, aux expéditions militaires. Ce sont vos axes principaux de recherche. Et vous êtes également un historien des imaginaires, des sensibilités et des émotions. Vous avez consacré votre thèse sous la direction d'Alain Corbin, que vous avez soutenu en 2000 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez consacré votre thèse à l'avènement de l'aventure, les figures de l'aventure lointaine dans la France des années 1850-1940. Cette thèse a ensuite été publiée en 2002 sous le titre « La gloire de l'aventure » aux éditions de l'Aubier. Vous avez poursuivi votre trajet universitaire en soutenant votre habilitation à diriger des recherches en l'an 2010 et cette habilitation à diriger des recherches était cette fois sous la direction du regretté Dominique Khalifa et avait pour titre « Aller-retour, les sensibilités à l'espace et au temps 19e, 20e siècle ». Voilà pour le parcours universitaire classique, mais par ailleurs, vous avez fait de nombreuses publications. Je ne citerai pas ici la liste, on pourra la mettre sur notre site si vous nous la faites parvenir. Mais je vais quand même citer quelques titres pour montrer que vous n'êtes pas un historien uniquement du tourisme et du voyage. Vous avez consacré un livre en 2013 aux origines de la France quand les historiens racontaient la nation. Cet ouvrage est paru aux éditions du Seuil. Je vais citer surtout un livre là qui est vraiment autour de notre sujet, c'est l'Histoire monde au XIXe siècle que vous avez fait avec Pierre Singaravellu et qui a été publié chez Fayard en 2017, réédité en 2019. Mais vous avez également fait un livre plus léger avec Pierre Singaravellu qui s'intitulait « Le magasin du monde, la mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours ». Et enfin, je ne serais pas tout à fait précise si je ne mentionnais pas qu'au-delà des publications scientifiques, vous n'étiez pas également le directeur d'une collection de bandes dessinées dont vous avez donné pour titre « Histoire dessinée de la France » et qui est prévue en 20 volumes. Je crois qu'il y a déjà 10 volumes qui sont publiés. 11, pardon. Et que vous avez été l'auteur du texte du premier volume. Voilà. Mais pour l'instant, je vous laisse revenir à l'invention du tourisme moderne. Très bien. Eh bien, merci pour cette invitation. Merci d'autant plus que, au fond, celui qui parle du tourisme donne toujours un peu l'impression de ne parler de rien. On est en même temps tous touristes. On a tous l'expérience du tourisme. Ce qui est d'ailleurs une expérience assez récente, puisqu'il y a 2 ou 3 siècles, personne ne se serait défini comme touriste. Donc cette identité de touriste, c'est aussi une des caractéristiques de la modernité. Et en même temps, c'est une identité qui n'est pas... Enfin, on est mal à l'aise avec elle. Souvent, on préfère ne pas se dire exactement touriste, ou quand on le dit un petit peu en souriant. Quelque chose que vous avez une expérience que tout le monde a dû déjà faire, c'est de se dire « Alors, qu'est-ce que tu as fait au juste à New York, pendant que tu étais à New York ?» Et la réponse, c'est « bah rien, du tourisme ». Le touriste, c'est d'une certaine façon celui qui ne fait rien. Ce qui pourrait être donc un mauvais sujet d'étude, puisqu'on préfère s'intéresser aux gens qui font quelque chose qu'aux gens qui ne font rien. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que ce rien du touriste? Le touriste, c'est celui qui se déplace dans différents endroits pour jouir du spectacle du monde, uniquement pour jouir du spectacle du monde. Sa pratique, elle consiste à voyager pour son propre plaisir. C'est donc le tourisme, évidemment ce désir fondamental de jouir du spectacle du monde, mais c'est aussi derrière toute l'industrie qui permet l'assouvissement de ce désir.
Et autour de cette industrie, autour de cette identité touristique, beaucoup de chercheurs ont travaillé. Ça peut être des sociologues, des anthropologues, des économistes évidemment, puisque le tourisme c'est quelque chose d'important dans le PIB d'un pays comme la France, des géographes. Alors dans le cadre de cette conférence, on va en parler en historien. On va essayer de comprendre ce que c'est que le tourisme, mais à partir du fil chronologique, de la matière même des historiens, c'est-à-dire le temps. Et je vous propose de faire ça en 3 parties, c'est-à-dire dans un premier temps, on va tâcher d'élucider la façon dont on a légitimé ce désir de jouissance du monde, ce désir de voyage sans autre but que le voyage lui-même, en se dégageant des anciennes façons de concevoir le voyage au tournant des 19e et 20e siècles. Puis dans un deuxième temps, on verra comment est née l'industrie touristique au 19e siècle. Et enfin, on réfléchira aux conséquences du mouvement de démocratisation du tourisme au tournant des 19e et 20e siècles. Je n'irai pas beaucoup plus loin, même si on peut toujours réfléchir en conclusion à ce qu'est le tourisme aujourd'hui, mais pour un historien, rien ne s'invente d'un seul coup. Et ce qu'est le tourisme aujourd'hui, c'est pour une grande part la somme des expériences de l'histoire du tourisme depuis le XVIIIe siècle. Alors si on cherche à examiner dans un premier temps de quelle façon cette jouissance du monde par le voyage a été légitimée depuis les temps modernes, depuis le XVIIIe siècle, il faut partir d'une tradition extrêmement importante, une tradition qui remonte d'ailleurs, qui est très antérieure au XVIIIe siècle, qui est la tradition du voyage d'études. Cette tradition, on peut la faire remonter très loin si on veut. En général, on l'ancre dans le XVIe siècle. Le XVIe siècle des humanistes, le XVIe siècle des gens qui, comme Montaigne, déclaraient dans le chapitre 9 du livre 3 des Essais, intitulé « De la vanité », je vais le lire, « Le voyager », écrit Montaigne, « me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle exercitation à remarquer des choses inconnues et nouvelles, et je ne sache point meilleure école, comme j'ai dit souvent, à façonner la vie. » Du jeune homme à éduquer, Montaigne écrivait « Je voudrais qu'on commençât à le promener dès sa tendre enfance. » Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup répéter au XVIe siècle. Vous avez sûrement en tête ce célèbre quatrain de Joachim du Bellay, « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. » Cette idée que le voyage, dans le temps de la jeunesse, était le moyen de compléter ses études, puis ensuite de revenir dans sa patrie pour faire profiter la société de l'expérience acquise, des connaissances acquises pendant le voyage, c'est quelque chose qui se structure, disons, intellectuellement au XVIe siècle, à travers toute une série d'ouvrages qu'on appelle volontiers les arts apodémiques, c'est-à-dire les arts du voyage, l'apprentissage de la bonne façon de voyager. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans les aristocraties européennes, britanniques, mais pas seulement, on va codifier de plus en plus précisément ce type de voyage que doivent faire les jeunes hommes, le plus souvent. Un type de voyage qu'on fait à la sortie de ses études, qui est assez long. Hein, c'est un très long voyage, même d'ailleurs, qui peut durer 2 à 3 ans sur le continent, en Allemagne, dans la vallée du Rhin, en France, éventuellement en faisant le détour par Paris, et surtout en Italie. Un voyage qui, au fur et à mesure, va de plus en plus impliquer le sud de l'Italie et puis, au bout d'un certain temps, même la Grèce. C'est un voyage qui est considéré comme l'occasion de parfaire ses études et qui est extrêmement codifié. On doit le faire avec un précepteur dont le modèle est Mentor, cet ami d'Ulysse dont Athéna prend les traits pour guider Télémaque. On doit avoir un précepteur, on doit aller à pied le plus souvent possible, on doit lire beaucoup avant de partir. Ce n'est pas du tout un voyage qui est fait pour découvrir, c'est un voyage qui est fait pour vérifier ce qu'on sait déjà, en faisant l'expérience concrète, comme un art de la mémoire en quelque sorte. C'est un voyage pour lequel on demande aux jeunes gens de bien observer, avec toute une série de conseils qu'on donne à l'époque. Jonathan Swift, par exemple, auteur de Gulliver, expliquait que quand on débarque dans une ville étrangère, la première chose qu'on doit faire, c'est de monter sur la plus haute tour pour se faire une idée
du plan de la ville et de cette façon-là l'intégrer à enfin, pouvoir mieux comprendre la ville et mieux la connaître une fois qu'on en a le plan d'ensemble. Il faut de la même façon apprendre la langue du pays avant de partir, hein, et sur place, en fait, on vérifie qu'on a bien appris la langue, on la perfectionne bien sûr, mais il faut la connaître avant. Et puis on demande à ces jeunes gens de prendre des notes quotidiennes pendant le voyage. L'intérêt du voyage réside le plus souvent dans ces notes que les jeunes gens rapportent et qui vont garder ensuite toute leur vie et qu'au fur et à mesure que le temps passe, ils vont même, pour certains d'entre eux, publier. Alors ce voyage-là, on commence à l'appeler à partir du milieu du XVIIe siècle, le Grand Tour. C'est le Grand Tour que font ces aristocrates, ces élites sociales britanniques, mais pas seulement, un peu partout, le Grand Tour de l'Europe. Comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est un voyage qui n'a de sens que parce qu'au bout d'un moment, on a bouclé le tour et qu'on est rentré chez soi. Alors si on veut imaginer à quoi ressemblaient ces voyageurs du Grand Tour, pour lesquels on va inventer en Angleterre aux alentours de 1780 à peu près le terme touriste, eh bien il faut aussi imaginer ces tableaux que ces aristocrates faisaient d'eux-mêmes, commandés à des peintres, au milieu des ruines romaines, qui étaient le but de leur voyage et qui faisaient faire bien souvent par des artistes italiens. Ceci constitue en général le premier modèle. Celui-là, on y pense très souvent quand on pense à l'histoire du tourisme, parce que le tourisme tient son nom de cet ancien Grand Tour. Mais si on veut mieux comprendre ce qui s'est passé dans la création du tourisme, il faut tenir absolument compte d'une autre histoire décisive, qui est celle des voyages de santé et de la façon dont ils se sont renouvelés. Là aussi, c'est pareil, disons depuis les 15e, 16e siècles jusqu'au début du 19e siècle. Alors pourquoi voyage-t-on pour sa santé? Il y a plusieurs raisons qui vont s'accumuler au fur et à mesure du temps. La première de ces raisons, c'est que ça tient dans cette théorie médicale extrêmement importante pendant tous les temps modernes, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qu'on appelait la théorie des humeurs. Selon cette théorie, la santé physique et morale, indissolublement physique et morale d'ailleurs à l'époque, elle est le produit d'un équilibre entre les 4 humeurs fondamentales de l'individu, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire, et les qualités physiques qui accompagnent ces 4 humeurs fondamentales, le chaud, le froid, le sec et l'humide. Et on considère que la maladie est causée par un dérèglement du jeu de ces éléments. Alors, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, cette théorie va être de plus en plus dépassée par d'autres théories médicales. Mais malgré tout, les médecins vont conserver au titre des causes prédisposantes la théorie des humeurs et vont conserver toute la gamme des remèdes que la théorie humorale avait définie et qui avaient parfois fait leurs preuves. Et en particulier, dans ce cadre-là, il était une maladie majeure, très importante, qui était celle du dérèglement de la bile noire, une des 4 humeurs, qu'on appelait aussi l'atrabile. Dès lors qu'elle devenait prédominante dans l'organisme, il fallait la soigner. Cette maladie, elle a eu un très grand succès, en particulier dans l'Angleterre du XVIIe siècle, d'autant plus que le problème 30 du pseudo-Aristote avait exposé que la mélancolie, qui était la conséquence de ce dérèglement de la bile noire, la mélancolie était certes le signe de la folie, les atrabilaires étaient fous, mais elle était aussi le signe du génie. Les mélancoliques en étaient grandis en quelque sorte. Un livre qui fait la somme de tout ça, en 1621, c'est ce livre de Richard Burton, L'anatomie de la mélancolie, qui fait la somme du savoir médical sur la question à cette époque, et qui, parmi les remèdes hérités de l'Antiquité permettant de lutter contre la mélancolie, indiquait prioritairement les voyages. À la fin de l'époque moderne, c'est même une figure typique que celle de l'atrabilaire britannique qui voyage à travers l'Europe pour se guérir de sa mélancolie. On parlait des malcontent travelers ou des splenetic travelers.
de plus en plus, on a eu le sentiment que les origines du mal mélancolique résidaient dans les grandes villes de l'Angleterre. L'Angleterre était un des pays dans lequel il y avait le plus grand nombre de grandes villes, mais aussi pour des raisons qui tenaient au climat britannique, pour des raisons qui tenaient à la monotonie des tâches dans les villes. Et Burton, dans l'anatomie de la mélancolie, expliquait que l'homme, comme tous les objets de l'univers, a besoin de mouvement, de diversité, et que les voyages sont utiles en cela qu'ils vont procurer de la diversité. On a plein d'exemples de ces splenetic travelers de la fin du XVIIIe siècle, Horace Walpole, Tobias Smollett, dont je reparlerai, ou c'est celui-ci, célèbre entre tous, Laurence Sterne, qui est important aussi par sa postérité, puisque en voyageant pour notamment se défaire de la mélancolie, il a été un des inventeurs d'un nouveau genre de récit de voyage que Sterne appelait le voyage sentimental et qui va jouer un grand rôle dans la définition du récit de voyage romantique. On pourrait en citer d'autres, comme par exemple le très célèbre Lord Byron, au début du XIXe siècle, qui à partir de 1816 a multiplié les voyages en Europe en compagnie de son médecin personnel et qui incarnait avec majesté cette fameuse figure du voyageur anglais génial et mélancolique. Il y a un mot qu'on connaît bien qui résume la gloire de cette association au XIXe siècle, c'est le spleen, qui est emprunté à l'anglais, qui provient lui-même du terme grec spleen, qui désigne la rate, c'est-à-dire le siège de la bile noire. Un splénétique, quelqu'un qui souffre du spleen, c'est la version moderne au sens que le terme prend à partir du début du XIXe siècle, de l'ancienne mélancolie. Et cette idée que les voyages peuvent apaiser le spleen, vous la retrouvez dans plein de textes littéraires extrêmement célèbres. Songez par exemple aux Fleurs du mal, dont la partie spleen et idéal finit précisément par le grand poème de Baudelaire qui s'intitule « Le voyage ». Au fur et à mesure que les connaissances médicales vont évoluer ou que la nosographie médicale va évoluer, on va tourner autour de cette idée de mélancolie et de spleen en inventant d'autres maladies qui, elles aussi, doivent se soigner par les voyages, un petit peu sur ce modèle défini par Burton au début du XVIIe siècle. Il faut penser par exemple à la neurasthénie, qui est une maladie inventée ou définie par le médecin américain George Bird en 1869, et qui là aussi, parallèlement à l'émergence de la notion de surmenage, et qui va là aussi souvent être définie comme une maladie qu'on soigne par le voyage, et notamment les voyages tels qu'ils s'inventent dans le cadre touristique dont on va parler. Donc il y a ce premier ensemble. Vous êtes mélancolique, splénétique, neurasthénique, on préconise le voyage comme remède. Mais il y a autre chose qui existe. Il y a, à partir du XVIIIe siècle, le renouvellement de l'intérêt des médecins pour les cures thermales, qui n'avaient jamais disparu, qui existaient déjà au temps des Romains, qu'on redécouvre progressivement à partir du XVe, XVIe siècle, mais qui vont avoir un énorme succès au XVIIIe siècle, et surtout qui, à partir du milieu du XVIIIe siècle, vont se renouveler complètement en Angleterre, autour de la station thermale de Bath. Alors on définit l'intérêt purement médical de la chose. Il faut aller passer ce qu'on appelait une saison aux eaux. Une saison, c'était 21 jours généralement, parfois 28. Ce qui va définir progressivement toute une géographie des stations thermales européennes, Bath en Angleterre d'abord, mais aussi Spa, qui va devenir un nom commun par la suite, les spas, mais aussi les stations du pays de Bade, à commencer par Bade, les stations autrichiennes de Marienbad, de Karlsbad, et puis progressivement les stations françaises, à commencer par Vichy, qui va être la reine des eaux en France au XIXe siècle. Ces cures thermales, ces stations thermales, on va les doubler à partir de la fin du XVIIIe siècle d'autres choses qui s'inventent résolument à cette époque, qui est le bain de mer, qui est théorisé à la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne par le docteur Russell, qui
que celui que Jules Michelet, l'historien Jules Michelet, a appelé l'inventeur de la mer, Russell qui codifie le bain de mer autour de Brighton dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et là aussi, c'est pareil, ce qui va définir toute une géographie des bains de mer européens, Scheveningen et Ostende aux Pays-Bas, en France, Dieppe, où on crée le premier établissement de bains de mer en 1825. Là, vous avez une illustration très tardive, puisque c'est une illustration de 1934, qui reproduit ce qu'aurait été le premier bain de mer en 1825, patronné par la duchesse de Berry pour créer de la publicité pour l'établissement de bains de mer. Il faut voir ce que c'est que ces bains de mer du tournant des 18e et 19e siècles, et même d'ailleurs de tout le 19e siècle. C'est pas du tout ce que nous on appelle des bains de mer. À l'époque, on ne se baigne pas dans les mers chaudes, ou très peu, ou pas pour ces raisons-là. Le tourisme des mers chaudes, c'est quelque chose qui n'arrivera que dans les années 1920, autour de Juan-les-Pins, et plutôt grâce à une mode qui viendra des États-Unis d'Amérique. Au XIXe siècle, et à partir de Brighton et du docteur Russell, ce qu'on prescrit, c'est ce qu'on appelle le bain à la lame. C'est-à-dire que les médecins croient en la vertu du saisissement par l'eau froide. La pratique est extrêmement réglée. On doit se jeter à la mer avec vivacité, sortir de l'eau dès l'apparition du deuxième frisson, c'est-à-dire en gros au bout d'une demi-heure. Le choix du lieu où se baigner est essentiel. On codifie très précisément dans chaque station où on se baigne et pour quelles raisons médicales. Les établissements de bain emploient des baigneurs qui sont chargés de plonger les clients dans la lame au moment précis où la vague se brise, parfois même la tête en bas, pour augmenter la suffocation qui est jugée essentielle au traitement. Alors, ça nous fait souvent un peu rire aussi aujourd'hui quand on pense à ça, mais ça faisait déjà rire les gens à l'époque. Regardez cette caricature de Gustave Doré qui montre de quelle façon, en l'occurrence des baigneurs, c'est-à-dire des employés des établissements de bains de mer, précipitaient les malades, qui sont ici toutes des femmes, dans la lame, au moment où celle-ci se brise, la tête la première, pour aider à les soigner. Alors ces stations thermales et ces stations balnéaires, elles sont à l'origine d'un urbanisme dont le modèle est proposé par Bass, que vous avez ici par exemple, dans cette photo récente, de ce quartier du Royal Crescent qui date de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et qui va régler un petit peu tout cet urbanisme et cette architecture des stations de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, des bâtiments néoclassiques qui expriment, comme ça ça n'échappe à personne, la richesse de ces baigneurs. On est en train de parler de bains qui sont destinés à la bonne société strictement, mais si vous regardez bien aussi la façon dont c'est construit, et toutes ces villes d'eau sont construites de la même façon, de très larges avenues, avec l'idée que l'air peut circuler plus facilement. On a quelques exemples d'architecture plus originale. Je pense par exemple au Brighton Pavilion, qui date du début du XIXe siècle, qui est construit sur un modèle anglo-indien et qui vise à célébrer l'Empire britannique. Donc, on voyage pour soigner sa mélancolie, son spleen, sa neurasthénie. On voyage pour aller aux eaux, que ce soit les cures thermales ou les bains de mer. On voyage aussi pour une autre raison, qui correspond à une troisième théorie médicale qu'on appelle la théorie miasmatique, ou le néo-hippocratisme. Selon cette théorie, qui devient très très en vogue à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle et qu'on va chercher dans les modèles antiques, les maladies sont causées par des facteurs environnementaux, notamment l'air et l'eau, dont on pense que l'absence de mouvement entraîne par un processus de corruption la formation de miasmes, et que ce sont ces miasmes qui, en pénétrant dans le corps, provoquent la maladie. Cette théorie, elle va se traduire par un grand nombre de prescriptions médicales qui vont enjoindre les malades à quitter leur domicile, pour aller même souvent assez loin de leur domicile, au motif que si le problème c'est la corruption de l'air et de l'eau, eh bien la meilleure façon de se soigner c'est de changer d'air. Et ça, c'est quelque chose qui nous reste encore aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens qui sont un peu fatigués ou un peu déprimés, on leur conseille volontiers un changement d'air. Alors que le changement d'air ne va pas les guérir, évidemment. Mais ça repose sur cette vieille idée que dans la seconde moitié du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle, on était persuadé que le changement d'air était à lui seul
un moyen de guérison. Alors ça va se traduire notamment, ça, par quelque chose d'un peu neuf, à partir de la fin du XVIIIe siècle, qui est la création des stations hivernales, qui sont très originales en ce qu'elles vont définir un modèle qui est celui de la villégiature hivernale. Une partie de l'aristocratie britannique ou de l'élite sociale britannique commence à s'installer dans les dernières décennies du XVIIIe siècle dans les villes du Midi. Un cas célèbre, c'est celui du docteur Tobias Smollett, qui passe, un de ces célèbres Splenetic Travelers de la fin du XVIIIe siècle, qui passe l'hiver à Nice en 1763 et qui ensuite va assurer la publicité de la ville. Ces gens-là sont à l'origine de ce qu'on appelle les colonies d'hivernants, c'est-à-dire ces élites sociales du nord de l'Europe qui vont s'installer, alors d'abord à Nice, mais ensuite à Cannes, à Menton, sur toutes les villes de ce qu'on appelait à l'époque la Riviera, mais également au pied des Pyrénées, pour passer l'hiver en changeant d'air dans des températures, dans le cadre de températures plus douces. Il faut comprendre que si à Nice, à partir des années 1830, on crée cette grande promenade qu'on appelle la promenade des Anglais, c'est parce qu'il y avait ces Anglais qui venaient passer l'hiver dans le Midi. Enfin, il y a une quatrième théorie médicale qui va se surimposer au fur et à mesure du temps et définir un nouvel ensemble de stations. C'est cette théorie qui veut que on peut soigner ce qu'on appelait au XIXe siècle, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs la tuberculose, par des cures d'altitude, qui sont recommandées aux tuberculeux dès les années 1840, et qui vont renouveler l'attirance pour la Suisse d'ailleurs. On va à des stations comme Davos, Saint-Moritz, Lézin, vont attirer à eux toute une population de malades, tuberculeux, et qui vont faire d'ailleurs de la Suisse le sanatorium de l'Europe, comme on le disait. D'ailleurs, cette théorie des cures d'altitude, elle va être renforcée par la révolution pastorienne, puisque dans le cadre des découvertes de Pasteur, qui vont mettre à mal toute une série d'anciennes théories médicales, alors la théorie des humeurs bien sûr, mais aussi la théorie néo-hippocratique, la théorie miasmatique, en expliquant le principe de propagation des maladies par les microbes, on va s'apercevoir aussi que, passé une certaine altitude, les colonies microbiennes disparaissent et que on peut avoir un intérêt à aller s'installer en altitude. Alors de la même façon qu'on allait au bord de la mer dans le Midi l'hiver, ou l'été au bord de la mer pour se jeter dans la mer, mais dans les mers froides, on ne va pas à la montagne l'hiver pour skier. On va à la montagne l'été pour profiter de l'air d'altitude. Alors tout ça, ces deux phénomènes que sont pour une part le grand tour et la tradition du voyage d'études, et pour une autre part toutes les raisons qu'on a de voyager pour sa santé, c'est ça qui va progressivement définir un nouveau monde, à partir des années 1780 en Angleterre, à partir des années 1810 sur le continent, c'est ce monde des touristes, qu'on va longtemps écrire d'ailleurs en français, en italique et sans E, pour bien montrer qu'il s'agit d'un phénomène au départ britannique. C'est un monde évidemment réduit, en gros celui du Grand Tour, élargi à toutes ces stations dont on vient de parler, donc la Suisse, l'Italie, la France, l'Allemagne, et même plus précisément Paris, la vallée du Rhin, les Alpes suisses et françaises, les villes italiennes, et au fur et à mesure que le temps va passer, de plus en plus la Grèce, puis à partir des années 1840, l'Égypte. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vont faire ces touristes là-bas? Ils vont, pour une part, vérifier leurs connaissances sur le modèle du Grand Tour, pour une autre part, se soigner, pour une raison ou pour une autre, mais en fait, dès le départ, on les soupçonne de faire autre chose que simplement apprendre et se soigner. On les soupçonne d'aller rien faire du tout. On les soupçonne d'aller prendre du bon temps. On les soupçonne d'aller regarder le monde, mais pas davantage. Et d'ailleurs, on codifie aussi, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, cette façon de regarder le monde, avec trois grandes modalités d'appréciation du paysage, puisqu'il y a en gros trois
paysages qui apparaissent. Vous avez le paysage beau, le beau paysage, celui qu'on avait défini au XVIIe siècle, le paysage de la nature humanisée, harmonieuse, dans lequel tout est à sa place, les hommes, les individus, les villages, les animaux. Et puis, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on va définir deux autres genres de paysages. Le paysage pittoresque, d'abord, qu'on emprunte là aussi à la langue anglaise. Pittoresque, ça vient de picturesque, c'est-à-dire c'est le paysage qui ressemble à une picture, le paysage qui ressemble à un tableau. C'est-à-dire le paysage qu'on prend du plaisir à admirer. Et si on prend du plaisir à l'admirer, c'est parce que c'est un paysage qui est fondamentalement changeant, dont les nuances changent avec les différents endroits où vous vous trouvez. On fait très bien cette expérience du picturesque, par exemple encore aujourd'hui, au sens que ça avait à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, en allant se promener en Corse ou en Grèce, où d'un seul coup le paysage change dès que vous tournez, dès que vous prenez un virage du chemin, vous êtes en randonnée, parce que vous n'avez plus la mer, mais vous avez la montagne, il y a un village, mais il a disparu. C'est ceci qui était recherché à cette époque-là. Et puis, mais alors plus lentement, avec des conséquences qui vont s'étaler dans le temps, un troisième genre de paysage qu'on codifie aussi dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est le paysage sublime, c'est-à-dire celui qui procure un effroi, mais un effroi désirable. C'est le paysage de la mer déchaînée, c'est le paysage de la haute montagne qu'on va se mettre à aimer de plus en plus au fur et à mesure du XIXe siècle. C'est le paysage des alpinistes, tels qu'ils apparaissent tout au long du XIXe siècle. Le premier club alpin, l'Alpine Club de Londres, est fondé en 1857 et les alpinistes vont jouer un très très grand rôle dans la définition nouvelle du tourisme au XIXe siècle, autour de lieux bien connus comme Chamonix par exemple. Le premier livre dans lequel le terme touriste apparaît, c'est précisément en français, c'est précisément celui-ci, dans le cadre d'un voyage en Angleterre, où l'auteur, qui était d'ailleurs lui-même marié à une Anglaise, récupère ce mot de touriste, qui met en italique, pour définir ces riches désœuvrés qui parcourent le monde uniquement dans le désir d'en jouir. Le premier auteur vraiment célèbre à utiliser ce terme par la suite, c'est Stendhal, anglophile également, lorsqu'il publie en 1838 les Mémoires d'un touriste, où il se met en scène lui-même en train de voyager comme touriste en France, mais son titre en 1838 fait débat. On le lui reproche comme un anglicisme, et on reproche aussi tout ce qui va derrière, c'est-à-dire précisément cette idée qu'on voyagerait plus du tout dans un but, que ce soit le but de l'étude ou le but de se soigner. Alors il faut imaginer ce que ça pouvait être, ces colonies d'hivernants, britanniques principalement, qui débarquent sur le territoire, et en particulier le territoire français. Vous pouvez en avoir des idées. Ce sont eux qui ont apporté sur le continent toute une somme de plaisirs typiquement britanniques, le billard, le whist, mais tout ça va avoir des conséquences directes dans l'espace. C'est par eux, par exemple, qu'apparaissent les hippodromes au XIXe siècle, ou les golfs. Le premier parcours de golf, il est installé en France à Pau, par des colonies d'hivernants britanniques qui venaient passer l'hiver dans le Midi, en 1856. Ces touristes britanniques, puis ensuite ces touristes en général, il faut comprendre qu'aux yeux des populations non touristiques, c'est-à-dire l'immense majorité des gens à cette époque-là, ils apparaissent fondamentalement comme des gens grotesques. Des gens qui sont incapables de réaliser ce qui va être de plus en plus défini comme étant l'essence même du voyage, c'est-à-dire de réaliser la rencontre avec autrui, la rencontre des membres des sociétés visitées. En particulier, pendant plusieurs décennies, anglais et touristes vont être synonymes sur le continent européen, et on va se moquer grandement de ces Anglais qui voyagent sur le continent et qui ne comprennent absolument rien au spectacle qu'ils observent et qui sont incapables, de toute façon,
de rencontrer les populations locales. De ça, on peut avoir de nombreux témoignages, notamment dans l'ordre de la caricature, comme dans le cas de cet Anglais proverbial, tel qu'on se les représente, qui s'installe près d'une cascade et qui répond à l'hôtelier qui lui demande s'il ne va pas visiter la cascade. « Non, je suis trop fatigué, j'ai envoyé mon domestique. » Ou encore ce genre de caricature qu'on peut trouver dans un journal parisien de 1863, où on imagine des touristes britanniques à une exposition d'oiseaux à Enghien, à qui le caricaturiste a donné la même tête que les oiseaux qui sont venus voir. Et ce que signale le dessin, c'est la position du caricaturiste lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à la société française et qui contemple les touristes britanniques avec la même curiosité que les touristes britanniques contemplent ce qu'on peut voir sur le territoire français. Ce processus d'inversion, on le retrouve dans beaucoup de caricatures de l'époque, comme par exemple dans le journal amusant en 1858, où on voit cette Anglaise qui est vue de dos, avec la légende « Jambes exotiques taillées pour la course et les voyages », ce qui est un moyen de renverser la logique de l'exotisme, puisque là où l'Anglaise vient visiter le continent avec le désir de voir quelque chose qui n'existe pas chez elle, ce qui est le propre du désir de l'exotisme, le caricaturiste renverse la proposition. Il faut comprendre, derrière ces dessins, mais aussi beaucoup de textes amusants de cette époque-là, que c'est une protestation de la part des sociétés visitées contre les sociétés visiteuses, une protestation de ceux qui sont d'une certaine façon dominés par le regard du touriste et qui se retournent contre lui. J'ai rapidement parlé de l'alpinisme. Il faudrait mentionner tout un tas d'autres pratiques que nous, aujourd'hui, on va définir comme étant des pratiques sportives et qui, à l'époque, le sont aussi d'ailleurs. On parle parfois des sportsmen pour désigner certaines catégories de touristes. Ça peut être les alpinistes, ça peut être ceux qui pratiquent le yachting, c'est-à-dire la plaisance. Ça peut être surtout, à partir des années 1880-1890, les cyclistes, puisque la pratique du vélo, qui va devenir quelque chose de massif à partir de la fin des années 1880, va accompagner le développement du tourisme à ce point que les grandes sociétés de cyclistes de la fin du XIXe siècle vont être les premières à promouvoir le tourisme. En France, c'est très net, quand on crée en 1890 le Touring Club de France, sur le modèle du Cyclist Touring Club britannique de 1875, c'est-à-dire ces gens qui se retrouvent pour des excursions à vélo, mais qui très très rapidement vont donner à leur association un but qui est un but de promotion du tourisme. Et ce but de promotion du tourisme, il faut le comprendre dans le cadre du second mouvement dont je voulais parler aujourd'hui, c'est-à-dire le mouvement qui constitue le tourisme non pas seulement en une identité, celle de ces voyageurs qui voyagent uniquement pour le plaisir de voyager dans le but de jouir du spectacle du monde, mais comme une industrie. Ce que disait très très bien un auteur de guide de voyage au milieu du XIXe siècle qui s'appelait Napoléon Chez, un voyage n'est un plaisir qu'à la condition d'être préparé comme une affaire. Alors, il y a plein de façons de suivre évidemment les progrès de l'industrie touristique au XIXe. Je vous propose de le faire à partir de 3 objets simplement, que sont les guides de voyage, le confort et les agences. L'histoire des guides de voyage, elle est très bien connue. On sait que les guides de voyage, c'est quelque chose de très ancien, dont on peut faire remonter l'histoire aux guides de pèlerinage du Moyen-Âge,
ou même à des guides qui existent dès le XVIe siècle. Il faut comprendre ce qui se passe dans l'ordre des guides au début du XIXe siècle et la façon dont ça va participer à la naissance d'une nouvelle économie. On pourrait donner plein d'exemples, il y a énormément de guides dans ces époques-là, mais un bon exemple, c'est sans doute ce qui arrive à ce guide qui date de 1793, qui est le guide des voyageurs en Europe de Heinrich Ottokar Reichhard, qui était paru en français en 1793 et qui était un gros livre. À partir du début du XIXe siècle, on va tirer de ce guide des titres différents qui vont porter sur les différents pays dont parlait Reichhard. Ce qui va créer ce principe neuf du XIXe siècle qui est la collection de guides touristiques, la collection de guides de voyage. D'autant que certains vont être un peu malins, comme ce Jean-Marie Vincent Audin, qui va créer lui aussi à son tour une collection de guides de voyage, qui va appeler les guides Richard, avec cette idée que le nom de Richard entretient la confusion avec celui de Reichhard et que ça pourrait attirer la clientèle. Ils vont en publier 22 comme ça, jusqu'en 1836, de ces guides Richard, jusqu'à ce que sa propre maison d'édition soit rachetée par un éditeur nouveau qui s'appelait Louis Maison en 1836. Ce Louis Maison va recruter des auteurs spécialisés qui commençaient à spécialiser dans le genre du guide de voyage, comme par exemple Adolphe Johann, qui avait publié un itinéraire de la Suisse en 1841. Et Maison va progressivement abandonner la couverture imprimée des débuts en couleur pour des cartonnages moins chers, de couleur bleue, qu'on se met à appeler à partir de 1857 les guides Johann, parce que Johann était à ce moment-là extrêmement célèbre. Au moment où, précisément, la maison rachète la nouvelle collection de guides, et ces guides Johann des années 1850, édités par Hachette, ce sont directement les ancêtres de nos guides bleus. Il se passe la même chose exactement un peu partout en Europe, avec les Red Book de Murray en Angleterre, ou avec les guides publiés par Baedeker en Allemagne à partir des années 1830. Ces guides, on les appelle des handbooks, des handbuch en allemand, des manuels en français, ce qui dit bien ce que ça veut dire. Ce sont des guides qui tiennent dans la main, que le voyageur peut emporter avec lui sur son chemin. Ils sont régulièrement actualisés et ils vont définir ce que nous encore on appelle des guides de voyage. C'est-à-dire que ce sont des guides qui prétendent renoncer complètement à la réclame. Les informations qu'on trouve dans les guides, que ce soit sur les hôtels, les restaurants, les sites à voir, sont présentées comme des informations parfaitement neutres, sans que jamais aucun commerçant n'ait payé pour être cité dans le guide. Surtout, ce sont des guides qui vont progressivement définir les codes qui sont encore les codes de nos guides touristiques, et en particulier, par Baedeker, le code de l'astérisque, qui va signaler les objets particulièrement dignes d'attention. Et dans cette invention de code de l'astérisque, qui fait que quand vous avez votre livre dans la main, vous pouvez voir immédiatement ce qui est le plus intéressant à voir d'après le guide dans l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez voir quelque chose de absolument moderne. C'est-à-dire, contrairement à ces grands tours qui pouvaient durer 2 ou 3 ans, là, ce que ça signale, c'est la volonté de rentabiliser le temps du voyage en allant le plus vite possible à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Ce sont les spectacles qui sont susceptibles de procurer, dans le minimum de temps, le maximum de plaisir. L'autre aspect de cette industrie touristique, ces guides-là vont rester les mêmes jusqu'au début du XXe siècle. La seule innovation que va vraiment apporter le XXe siècle, c'est ce que vous voyez ici en 1920,
c'est-à-dire le guide pour automobilistes, dans la mesure où l'automobile, avant l'avion, va changer considérablement les pratiques touristiques. L'autre élément important donc, de cette constitution d'une industrie touristique, c'est la quête du confort. Le mot est neuf au XIXe siècle, et d'ailleurs comme sport, comme touriste, c'est un mot que dans un premier temps, on va écrire souvent en italique et à la manière anglaise, c'est-à-dire avec un M à la place du N. Quand, si vous avez en tête les illuminations d'Arthur Rimbaud, à un moment donné, il parle des voyageurs, Rimbaud, de ces voyageurs qui, pour lui, sont synonymes de modernité, et dans un vers, il écrit « Le sport et le confort voyagent avec eux ». Car ce grand développement du tourisme à partir de la fin du XVIIIe, du début du XIXe siècle, il s'accompagne de l'expression nouvelle de ce désir de confort, qui vaut pour tout, qui vaut pour les moyens de transport, depuis l'habitacle des diligences jusqu'au compartiment des trains, en passant par les cabines des bateaux à vapeur. Et j'ai fait le choix de ne pas développer, dans le cadre de cette conférence, l'histoire des transports eux-mêmes. Il faut retenir que ce qui compte, c'est ce confort. Mais c'est vrai aussi pour tout ce que l'industrie peut offrir aux voyageurs en matière de vêtements, de bagages, d'accessoires. Et ça, c'est une caractéristique de cette histoire du tourisme. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître des fabricants spécialisés dans les articles de voyage. Le premier en France, en tout cas celui dont on peut dire qu'il est important, en général on le connaît, c'est Godillot, qu'en général on connaît parce qu'il avait réussi, Alexis Godillot, à devenir en 1843 le fournisseur de l'armée française. Et il va également fournir l'armée française au moment de la guerre de Crimée. Donc quand on pense au Godillot, on pense aux chaussures militaires Godillot, et au nom commun que c'est devenu. Mais en fait, Godillot, c'était également, au début des années 1850, le créateur du Bazar du voyage, qui se trouvait à Paris, qui a longtemps été boulevard de Bonne Nouvelle, puis place de l'Opéra, et qui était le plus luxueux des magasins d'articles de voyage de Paris, à une époque où, je le rappelle, le tourisme ne concernait que l'élite sociale. Mais il y en avait beaucoup d'autres que celui de Godillot, et celui qui va devenir, après Godillot, le plus célèbre en France des marchands d'articles de voyage, alors lui est encore très connu aujourd'hui, c'est Louis Vuitton, qui s'est spécialisé à partir des années 1870 dans la fabrication d'articles de voyage à partir d'une compétence qui était d'abord une compétence d'emballeur, et qui va dominer, à la fin du XIXe siècle, le marché français des articles de voyage. C'est vrai aussi de l'hôtellerie, ou des restaurants, puisque les guides de voyage, au fur et à mesure que le temps va passer, les guides Baedeker en particulier, vont beaucoup insister sur la qualité des hôtels, sur leurs équipements, et en particulier, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, ce qui paraissait très important pour les voyageurs, c'est ce qu'on appelait les commodités à l'anglaise, ou les water closets, ce qui était le signe de la modernité des hôtels. Là aussi, on va utiliser le code des astérisques progressivement pour définir les bons hôtels, les bons restaurants, avec des améliorations qui nous rappellent évidemment quelque chose. Par exemple, un éditeur de voyage moins connu que Johann, Hachette et les guides bleus, qui étaient les guides Conti à partir de la fin des années 1860, c'est peut-être eux qui illustrent le mieux ce désir de confort, puisqu'ils étaient accompagnés d'agendas qui renonçaient quasiment à toute description des pays visités et qui se préoccupaient presque exclusivement de la qualité des hôtels et des restaurants. Et dans chacun de ces guides, il y avait une petite poche placée dans l'épaisseur de la couverture, un petit livret rose, sur lequel le voyageur était invité à noter les erreurs signalées dans le guide, les maisons
dont il avait eu à se louer, celles dont il avait eu à se plaindre, et il fallait ensuite renvoyer le livret à Conti lui-même. On est dans les années 1860-1870, mais vous reconnaîtrez une pratique qui est par exemple bien souvent celle des lecteurs du Guide du routard, qui date pourtant d'un siècle après. Le modèle de ça, c'était la Suisse. Le modèle de ça, c'était la Suisse. Là aussi, on a ça en tête quand on pense à Astérix ciel des Helvètes, par exemple, où on voit ces Suisses qui sont obsédés de propreté. Et cette idée qu'il existerait une propreté suisse particulière. C'est évidemment un mythe, les Suisses ne sont pas plus propres que les autres, mais d'où vient ce mythe? Il vient du fait qu'à partir du moment où la Suisse devient une destination touristique, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, parce qu'on va voir justement les paysages alpins, contrairement à ce qui se passait en Italie, en Suisse, il n'y a pas de lieu pour recevoir les touristes. En Italie, les riches touristes avaient des lettres de recommandation et ils allaient de ville en ville pour se faire loger chez ceux qui acceptaient leurs lettres de recommandation, leur père, dans l'élite sociale en quelque sorte. En Suisse, ce n'était pas le cas. Donc quand il y a eu ces touristes qui sont arrivés au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, touristes riches, souvent anglais, il a fallu leur créer des hébergements particuliers, des hébergements neufs. Comme en plus, ces touristes venaient bien souvent en présentant des raisons médicales, les cures d'altitude ou le changement d'air, l'hygiène est devenue quelque chose d'extrêmement important dans ce cadre-là. Et dès le milieu du XIXe siècle, c'était établi proverbialement qu'en Suisse, il y avait des hôtels de style international, remarquablement hygiéniques et propres. Dans son dictionnaire des idées reçues, Flaubert y note à l'article « hôtel » ne sont bons qu'en Suisse. C'était une idée reçue de l'époque. Les sociétés d'alpinistes, dont j'ai parlé tout à l'heure, les touring clubs, à commencer par le Touring Club de France, vont beaucoup seconder cet effort des hôtels, en particulier, en direction du confort. C'est vrai aussi des syndicats d'initiative qui apparaissent à la fin du XIXe siècle. Le premier, en France, il a vu le jour en 1889 à Grenoble, sur l'exemple des sociétés de développement suisses. Et tout ça, toutes ces institutions, sociétés d'alpinisme, touring club, syndicats d'initiative, vont promouvoir le confort dans le domaine des voyages. Le modèle qu'on a, progressivement, c'est ces hôtels modernes, tels qu'ils sont apparus, par exemple en France avec l'exposition de 1855. Le modèle qu'on a, ce sont les compagnies internationales de wagons-lits, telles qu'elles sont apparues en 1872 autour de George Nagelmakers, qui vont s'incarner ensuite à partir de 1883 dans l'Orient Express, le plus luxueux de tous les sleeping, comme on disait autrefois, ces trains qui avaient des compartiments qui étaient autant de chambres, de salons, de restaurants. C'est ce qui va inaugurer aussi l'âge d'or des hôtels de luxe. Si on veut une date, prenons 1898 et l'ouverture de l'hôtel de César Ritz à Paris, le Ritz, qui va, pour le désigner, cet hôtel, on va utiliser là encore un mot anglais qui nous est resté. C'est un palace, c'est un palace, c'est le début des palace hôtels qui vont ensuite se retrouver non seulement dans les grandes capitales, mais dans tous les lieux touristiques au sens que le mot avait à l'époque, et en particulier la Riviera, qu'on se met à appeler à partir des années 1880 la Côte d'Azur. Ces hôtels, d'ailleurs, assuraient leur propre promotion en collant sur les bagages de leurs clients des étiquettes à l'enseigne de leurs établissements, ce qui fait que si vous aviez beaucoup d'étiquettes sur votre malle, et si votre malle en plus était une malle Vuitton, vous étiez vraiment ce qu'on se mettait à appeler à partir des années 1890 un globe-trotter, c'est-à-dire en réalité un riche touriste qui va d'hôtel de luxe en hôtel de luxe. Enfin, le troisième aspect de cette
naissance du tourisme, ce sont les agences. Alors, inutile de remonter au calende, là, les agences, c'est quelque chose qui naît progressivement dans les années 1820, 1830, 1840, pour organiser les voyages. Il y a beaucoup d'exemples dans ce premier temps des agences. Il faut comprendre que les sociétés de chemin de fer ont joué un très grand rôle dans cette histoire-là, en inventant, en tout cas en France, à partir de l'été 1847, les trains de plaisir. C'est-à-dire ces sociétés de chemin de fer, à l'époque où il y en a plusieurs sur l'ensemble du territoire, qui proposent des tarifs préférentiels pour des trajets aller-retour effectués dans le seul but de l'agrément. Dans un premier temps, on fait des petits trajets modestes, on fait Paris-Versailles, Paris-Saint-Germain, Paris-Fontainebleau, et puis on va faire de plus en plus des trajets plus longs, Paris-Le Havre, Paris-Trouville, Paris-Cherbourg, avec des compagnies qui proposent des billets circulaires à prix réduit pour les familles. L'événement qui va accélérer tout ça, c'est en 1851 la Grande Exposition de Londres, puisque c'est à cette occasion-là que apparaît vraiment dans le monde des agences de voyage en Grande-Bretagne l'agence de cet homme, Thomas Cook, qui a commencé à organiser des voyages organisés à partir du début des années 1840, mais pour des raisons qui n'étaient pas du tout des raisons touristiques, mais qui nous renvoient encore à cette vieille histoire de la santé. Cook, c'était un baptiste, il était profondément croyant. Et quand il voit les chemins de fer, il se dit que on peut s'en servir d'abord pour soutenir la lutte contre la tempérance, contre ce qu'on appellera à la fin du XIXe siècle l'alcoolisme. Donc il organise des voyages en train, en réservant des trains entiers pour organiser des grands pique-niques contre l'ivrognerie à la campagne. Mais ça va lui donner un savoir-faire. Dans l'organisation de voyages en train, c'est ce savoir-faire qui va mettre à la disposition des touristes britanniques qui veulent se rendre en 1851 à la grande exposition universelle, la Great Exhibition. À cette occasion, il fait venir 65 000 personnes à Londres et il va poursuivre par la suite, au fur et à mesure des expositions universelles, à Londres, mais aussi à Paris, à l'exposition de 1867, à celle de 1878, ou ici, comme vous le voyez, à celle de 1889, où les touristes de l'agence Cook peuvent voir la Tour Eiffel. Cette agence, elle s'occupait de tout. Elle s'occupait de réserver les billets de transport, les chambres d'hôtel. Quand vous arriviez à destination, vous aviez des interprètes de l'agence en uniforme qui attendaient les voyageurs, soit sur les quais des gares, soit sur les embarcadères des bateaux à vapeur. Elle avait mis en place un système de notes circulaires qui permettait de toucher dans n'importe lequel de ses bureaux des sommes d'argent, à concurrence d'un montant versé à l'avance, évidemment. Dès 1869, Cook avait des bateaux à vapeur sur le Nil. Dès 1872, l'agence Cook organise un premier tour du monde grâce au paquebot, avec une intense publicité qu'on voit par exemple ici. Si vous avez un ticket Cook, vous pouvez faire le tour du monde et vous voyez cet employé de l'agence Cook qui tient le monde comme autrefois Atlas. Cook, même à partir de 1868, va instaurer un système de coupons d'hôtels internationaux qui présentait comme une révolution dans l'art du voyage, c'est-à-dire que les voyageurs partaient avec des carnets de ces coupons. Ces coupons leur servaient de monnaie dans tous les hôtels avec lesquels Cook était en relation, quel que soit le pays. Ça leur coûtait un petit peu plus cher, un surcroît de l'ordre de 10%, mais grâce à ça, ils pouvaient établir à l'avance le prix de leur repas, le prix de leur chambre, choisir la catégorie de confort en fonction du budget et éviter évidemment de se faire voler. À Paris, les gens qui arrivaient comme ça, les Parisiens les surnommaient les hommes tickets à la fin du XIXe siècle. Il faut comprendre que Cook, c'est une des premières entreprises globales. Quand à la fin du XIXe siècle, cette entreprise a des bureaux un peu partout dans le monde, elle a aussi pratiquement sa propre monnaie.
Ce modèle-là, on va le développer également en France. Alors cette histoire de la naissance de cette industrie, vous aurez compris qu'elle concerne une assez étroite élite sociale et très rapidement, et quand je dis très rapidement, c'est dès le milieu du XIXe siècle, se pose la question de la démocratisation du tourisme. Alors j'imagine que vous allez couper. Alors cette démocratisation, elle passe évidemment par l'enjeu de voyage à bon marché. Il faut comprendre que l'idée que le goût des voyages s'est démocratisé, l'idée que maintenant la pratique des voyages est descendue dans les classes populaires, ce sont des choses qu'on dit dès les alentours de 1860. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on le dit que ça existe. Mais même encore aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, tout le monde ne part pas en voyage. À chaque vacances, la majorité des gens ne part pas faire du tourisme. Le problème concerne un petit peu moins la masse des voyageurs que ce que ça change dans les perspectives économiques. Le sentiment qu'on a, qui est très fortement exprimé à partir des années 1860, que dorénavant, la villégiature, c'est quelque chose qui est offert à tout le monde. Qu'on doit démocratiser les pratiques touristiques. Les guides en parlent, à partir des années 1860, 1870, les grands guides qui s'adressaient aux élites commencent à imaginer des petites excursions pour des gens qui ont moins d'argent. Certaines collections de guides apparaissent au même moment à l'intention des voyageurs les plus modestes, mais c'est surtout à partir des années 1880-1890 qu'on va avoir ça, sans doute le premier grand guide à bon marché, c'est celui-ci, c'est le guide pratique des familles au bain de mer, qui a été conçu d'ailleurs à l'initiative d'un journal qui s'appelait Le Petit Journal et qui prétendait lui-même s'adresser à l'ensemble de la population et qui procédait lui-même d'une volonté de démocratisation. D'ailleurs, Le Petit Journal était un journal qui vendait à pas loin de 1 million d'exemplaires au moment où on publie ce guide pratique des familles au bain de mer, qui était surnommé, parce que c'était ainsi que s'appelait la série d'articles de journal qui avait préparé ce guide, qui était surnommé les petits trous pas chers. Donc on cherchait à pouvoir donner à des gens qui avaient moins d'argent des indications pour aller passer malgré tout 1 semaine ou 2 semaines au bord de la mer, en s'autorisant cette fois-ci beaucoup moins des prescriptions des médecins qu'auparavant. On continue à le dire, aller à la mer c'était intéressant parce que l'air salin était bon pour la santé, parce que ça permettait de changer d'air, parce que ça permettait de soigner les maladies modernes comme la neurasthénie, mais enfin on savait aussi que dorénavant on allait au bain de mer pour autre chose que la seule santé. Ce qui manifeste ça aussi dans ces années-là, donc on est entre 1890 et 1920, disons, au tournant des 19e et 20e siècles, c'est la volonté de créer des institutions représentatives du tourisme français, au motif que la démocratisation qu'on attend à partir des années 1860, elle a aussi évidemment un énorme intérêt économique. Ces gens-là sont moins aisés, ils vont dépenser moins d'argent que l'ancienne élite sociale, mais ils sont infiniment plus nombreux. Donc, autour, là aussi, des premiers syndicats d'initiative, du Touring Club, je ne prends là que le cas français, on va essayer d'imaginer de quelle façon on peut organiser le tourisme et l'organiser dans une perspective démocratique. En juin 1913, par exemple,
on commence à organiser une réunion pour rassembler l'ensemble du secteur touristique français, qui a finalement lieu au mois d'octobre, dans l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. Et à cette réunion, dont on a cette image-là, on donne le nom éloquent des États généraux du tourisme, sur le modèle des États généraux qui ont abouti à la Révolution. L'idée, c'est bien de prendre en charge, au nom des citoyens, l'organisation du tourisme français. Et vous aviez à la tête de ça le ministre des Travaux publics de l'époque, qui s'appelait Alexandre Millerand, appelé à devenir président, mais aussi tous les dirigeants du Touring Club de France, les dirigeants du Club alpin français, les principaux syndicats d'initiative. Et c'est eux qui vont créer, au lendemain de ces États généraux, l'Office national du tourisme, chargé d'organiser tout ça en France. Alors, c'est bien beau, évidemment, ce principe de la démocratisation, mais la conséquence immédiate, ça a été la multiplication des stratégies de distinction par lesquelles les élites sociales vont tenter de contenir la demande populaire de tourisme. Alors, c'est pas neuf. Les stratégies de distinction, elles sont présentes dès les débuts du tourisme. Et il nous en reste beaucoup de choses. On va toujours essayer de faire le voyage que les autres n'auront pas fait. Et pour cela, on va utiliser tous les moyens luxueux qui sont à notre disposition, quand on en a les moyens. Cette logique-là, elle est à l'œuvre depuis les grands touristes de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, les milliardaires qui vont faire du tourisme spatial parce qu'ils en ont les moyens et que ça les distingue également du reste de la population. Et ça va s'accompagner d'un solide mépris pour le peuple touristique. Même quelqu'un d'aussi sympathique au peuple que Daumier, par exemple, pouvait, dans les années 1860, se moquer des trains de plaisir en disant que, comme là dans la caricature, le plaisir, c'est quand on est enfin assis dans son wagon, parce qu'en fait, voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle dans les années 1850-1860 le voyage fait en masse, ce que Théophile Gautier appelle le communisme du railway. Et on va avoir beaucoup de critiques de tous ce qu'on appelle les plaisirins, cette population qui se presse sur les quais des gares afin de pouvoir monter dans des trains qui se succèdent toutes les 10 minutes pour emmener les gens, en général le dimanche et le lundi, dans des lieux touristiques. Alors on a souvent en tête les imprécations des grands bourgeois en 1936 contre les premiers congés payés, les 2 semaines de congés payés offertes par le Front populaire. On pense à Mauriac, par exemple, qui trouvait scandaleux toute cette population qui débarquait dans des lieux touristiques qui jusqu'à présent n'avaient pas été faits pour elle. Mais en fait, cette critique des congés payés de 1936, elle est solidement installée dès les années 1860 par ces élites sociales qui se sentent menacées par l'arrivée des nouveaux touristes. Il y en a un qui incarne parfaitement ça, c'est lui. Il s'appelle Stéphane Liégeard, vous l'avez sans doute complètement oublié aujourd'hui. Il avait été sous-préfet à Carpentras dans les années 1860. C'était un sous-préfet qui se piquait de littérature. Si vous l'avez, c'est le modèle du sous-préfet Auchan dans les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet en 1866. Il va passer une grande partie de sa vie à défendre le tourisme et un tourisme d'élite. C'est à Stéphane Liégeard qu'on doit l'invention du nom Côte d'Azur pour désigner la Riviera dont je parlais tout à l'heure. Lui, dans ses textes des années 1870-1880, une fois qu'il n'est plus sous-préfet parce que l'Empire est tombé, va poser en principe que, alors je le cite, il y a beaucoup de citations de lui, « Le train de plaisir charrie la foule, ennemi des élégances ». Et quand il pensait à la région de Luchon, où il allait souvent en vacances, il notait que la poésie de cette région allait, je le cite, disparaître sous la victuaille du pique-nique de banlieue. Alors en réalité,
c'est pas du tout ça qui va se passer. C'est qu'au fur et à mesure que de plus en plus de gens issus des classes populaires ou des classes moyennes vont pouvoir pratiquer le voyage touristique, l'élite sociale va inventer des moyens de plus en plus luxueux de se distinguer d'elle. Et c'est ça qui explique en grande partie le succès de l'Orient Express, des palaces comme le Ritz, à partir du tournant des 19e et 20e siècles. Enfin, et je finirai là-dessus, ce sentiment d'une démocratisation du voyage, ça n'a pas conduit seulement à renouveler les formes du mépris des touristes, ça s'est accompagné d'un autre grief, appelé un bel avenir, puisque nous en sommes aujourd'hui plus conscients que jamais. C'était cette idée que les foules touristiques, elles allaient abîmer les sites qu'elles venaient admirer. Parce que justement, on s'en prenait à ceux qui mettaient les paysages à la disposition de tout le monde. Un exemple précoce, c'est cet homme, Claude-François Denécourt, qui était un ancien soldat de la Grande Armée, concierge dans une caserne de Fontainebleau à partir de 1832, et qui, dès les années 1840, avait commencé à baliser la forêt de Fontainebleau, en y faisant aménager des fontaines, des grottes, en baptisant des centaines de lieux, et en éditant des petits guides à partir des alentours de 1840 à l'attention des touristes. Lui, son œuvre, elle va être abondamment soutenue par le club alpin français, et puis ensuite, le Touring Club, les syndicats d'initiative vont s'inspirer de ce précédent-là. Prenez par exemple le massif de la Grande Chartreuse, à côté de Grenoble, difficile à atteindre quand on est un touriste du 19e siècle, mais pour lequel, à partir de la fin du 19e siècle, on va inventer des cars alpins. Alors, je n'ai pas de photo de cars alpins à cheval des années 1890, mais vous voyez, un car alpin de 1906 qui permet de monter comme ça jusqu'à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et l'idée, c'est que, contrairement à ce que voulaient les alpinistes auparavant, vous n'avez pas besoin d'être en bonne forme physique ou en bonne santé pour aller profiter de la haute montagne. Sauf que tout ça, à partir des tournants des 19e et 20e siècles, ça va être le signe que cette démocratisation du tourisme, qui fait que n'importe qui, même s'il n'est pas en bonne santé, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, peut bénéficier des sites qui jusque-là étaient réservés aux élites sociales, ça va abîmer les sites. Et ça va se traduire par toute une série de phénomènes. Le Touring Club de France, qui était quand même le lieu de l'élite sociale à partir de 1907, va organiser des conférences afin de mettre en garde contre le vandalisme qui concerne plus seulement les monuments cette fois. Le terme vandalisme avait été inventé au moment de la Révolution française pour désigner les atteintes aux monuments d'Ancien Régime. Là, il s'agit des atteintes à la nature, des atteintes au paysage. On va créer une société des Amis des Arbres en 1894. On va créer une société pour la protection des paysages en 1901. Le modèle de tout ça, c'est un modèle qu'on pourrait dire américain, puisqu'aux États-Unis, la vallée de Yosemite avait été constituée en réserve dès 1864 et en 1872, le Yellowstone était devenu le premier parc national du monde. Mais il y a une petite différence entre les États-Unis et ce qui se passe en Europe au même moment, c'est que ce que les Américains appellent la nature, ou la wilderness, c'est quelque chose d'un peu pervers, puisque à l'intérieur de la wilderness américaine, à l'intérieur de la nature américaine, il y a les Indiens, les Amérindiens. Parler de wilderness, parler de nature, c'est une façon aussi d'oublier complètement qu'il y a des habitants de ces paysages-là. L'enjeu en Europe est un petit peu différent. Il ne s'agit pas de défendre un paysage censé exprimer la nature vierge de l'Europe, il s'agit de défendre un paysage humanisé, portant la trace des génies nationaux en Europe, mais de le protéger des foules touristiques. Un homme qui joue un rôle important là-dedans, c'est le député du Doubs Charles Bocquier, président de la Société pour la protection des paysages, et qui va déposer des projets de loi qui vont aboutir à la loi de 1906 qui pose les bases légales nécessaires au classement des sites, et qui va également présider
en 1911, en 1909, le premier congrès international pour la protection des paysages. C'est cette même année 1909 qu'on crée en Suède le premier parc national d'Europe, le premier en France, sur les flancs du Pelvoux, à l'initiative du Touring Club de France, du Club alpin français et de la Société des touristes du Dauphiné. Il apparaît en 1913. C'est le parc de la Bérarde, qu'on appelle aujourd'hui, enfin qu'on appelle dès 1914 d'ailleurs, le parc naturel de l'Oisans. Et si on veut conclure par une dernière notation sur ces questions-là, eh bien il faut imaginer que c'est dans ces années-là que naît le camping. Là aussi, si on veut identifier un homme, mettons le Britannique Thomas Hiram Holding, qui publie en 1908 le premier petit manuel de camping. Tout ça, c'est lié à la création des parcs nationaux également, ou des parcs américains. Mais qu'est-ce que c'est que ce camping? Ce n'est pas du tout le camping des années 1950-1960, qui est justement le camping des touristes populaires. C'est au contraire une pratique de l'élite sociale qui trouve là aussi à se différencier en mettant en place un rapport particulier à la nature au moment où les classes populaires se précipitent vers les hôtels à bon marché ou les restaurants à bon marché ou les chemins de fer à bon marché qui vont changer le tourisme. Évidemment, le XXe siècle va changer en grande partie toute l'histoire que j'ai racontée aujourd'hui en inventant le tourisme par automobile, puis le tourisme par avion, en faisant disparaître les empires coloniaux et en changeant les modalités du voyage au loin. Mais en fait, vous voyez bien que même si on enjambe le XXe siècle, une grande partie de l'histoire du tourisme entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle, c'est encore l'histoire dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Je vous remercie.